Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Fermez les yeux un instant. Inspirez profondément. Que sentez-vous? L'odeur du café peut-être, celle de la pluie sur le bitume, ou le parfum familier de votre maison. Les odeurs sont la mémoire de l'âme. Elles ont le pouvoir unique de nous transporter dans le passé, de ressusciter les morts, de nous rappeler qui nous sommes. Mais ce soir, l'odeur que je vais évoquer n'est pas douce. Elle a l'âcreté du gasoil, la poussière du gravat, et plus terrible encore, l'amertume de la trahison. Nous sommes à Grasse, la capitale mondiale du parfum. Une ville accrochée aux collines de la Côte d'Azur, baignée de soleil, où l'air lui-même semble coûter une fortune, tant il est chargé d'essences précieuses. Ici, le nom des familles se transmet comme une recette secrète, de génération en génération. Imaginez une route sinueuse, bordée de cyprès centenaires. Au bout de cette route, un domaine magnifique, la maison Petit. Une bâtisse ocre, aux volets verts, amandes, entourée de champs de jasmin, à perte de vue. Ce jasmin, le Jasminum grandiflorum, c'est l'or blanc de la région. Il faut des milliers de fleurs cueillies à l'aube pour faire quelques grammes d'absolu. Mais en ce matin de printemps, le silence sacré des champs est brisé. Un bruit monstrueux déchire l'air. Vroom, vroom, le grondement mécanique d'un moteur diesel. Devant le portail en fer forgé, où l'on peut encore lire les lettres dorées « Maison Petit », parfumeur depuis 1920, une scène d'une violence inouïe se déroule. Un immense bulldozer jaune, une chenille d'acier, avance inexorablement vers le parterre de jasmin. Ses dents de métal sont prêtes à arracher la terre, à broyer les racines centenaires qui ont fait la gloire de la famille. Et devant ce monstre, une silhouette minuscule, une femme, Solange, 70 ans. Elle est petite, vêtue de noir. Le deuil est encore frais. Ses cheveux blancs sont tirés en un chignon strict qui commence à se défaire. Elle a les bras écartés, telle une croix vivante, plantée dans la terre de ses ancêtres. Elle hurle. Sa voix se brise contre le vacarme du moteur. « Arrêtez, vous n'avez pas le droit. C'est la vie de mon mari, c'est le sang de ma famille. Arrêtez !» Le conducteur de l'engin klaxonne agacé, mais n'ose pas avancer. Sur le côté, un panneau flambant neuf a été cloué à la hâte sur le vieux chêne. Un panneau rouge et blanc, cruel, définitif, vendu. Comment en est-on arrivé là? Comment une institution respectée, gardienne d'un savoir-faire unique, a-t-elle pu s'effondrer en quelques mois pour finir sous les chenilles d'un bulldozer? Pour le comprendre, il faut respirer les effluves toxiques d'un drame familial où l'argent a pourri les cœurs. Le contexte, l'alambic et le tableur Excel. Tout commence 3 mois plus tôt. Le drame originel, c'est la mort d'Henri. Henri Petit, le mari de Solange. C'était un nez, comme on dit dans le métier. Un artiste capable d'identifier 3000 odeurs, un homme qui composait des parfums, comme Mozart composait des symphonies. Solange, elle était ses mains. Elle gérait les champs, la récolte, la distillation. Ils formaient un couple fusionnel, vivant, au rythme des saisons et des floraisons. La maison Petit n'était pas une multinationale, c'était une entreprise artisanale respectée pour sa qualité irréprochable. À la mort d'Henri, le monde de Solange s'est arrêté, mais pas l'entreprise. Il fallait continuer. C'est là qu'Antoine est entré en scène. Antoine, leur fils unique, l'enfant chéri. Antoine n'a jamais aimé la terre. Il trouvait que le jasmin pue le travail. Il a fait de grandes études à Paris HEC, les écoles de commerce prestigieuses. Il est parti travailler à la Défense, dans des tours de verre, loin des alambics en cuivre. Il portait des costumes italiens, parlait anglais, manipulait des concepts comme le cash flow, la scalabilité, le branding. Pour les funérailles de son père, Antoine est revenu. Il a pleuré, bien sûr. Mais très vite, Solange a senti un changement.
Antoine regardait la maison non plus comme un foyer, mais comme un actif. Il regardait les champs non plus comme un jardin, mais comme du foncier. Quelques jours après l'enterrement, il s'est installé dans le bureau de son père. Il a remplacé les fioles d'essence par des ordinateurs portables, dernier cri. « Maman », a-t-il dit en posant sa main douce et manucurée sur l'épaule de Solange. « Tu es fatiguée. Papa portait tout à bout de bras. Les temps ont changé. L'artisanat, c'est romantique, mais ça ne paye plus. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi moderniser tout ça. Je vais reprendre la gestion. Toi, occupe-toi de tes fleurs. » Solange, affaiblie par le chagrin, a vu en lui le sauveur. Elle a pensé « C'est le sang d'Henri. Il sait ce qu'il fait. Il a étudié le commerce. Il va nous sauver. » Elle ne savait pas qu'elle venait de faire entrer le loup dans la bergerie. Un loup qui sentait l'eau de Cologne de luxe, mais qui avait les dents longues. L'engrenage, le poison du doute. La modernisation d'Antoine a commencé par une destruction systématique de l'estime de soi de sa mère. C'est ce qu'on appelle en psychologie une manipulation perverse. Chaque matin, Antoine arrivait avec des mauvaises nouvelles. « Maman, j'ai regardé les comptes. C'est catastrophique. Papa gérait ça comme en 1950. On perd de l'argent sur chaque flacon. » Solange ne comprenait pas. Les commandes étaient là. Les clients étaient fidèles. Mais Antoine, la maison Dior, nous a encore commandé 10 litres d'absolu de rose. Antoine soupirait un soupir condescendant, comme on parle à un enfant un peu lent. « Maman, tu ne comprends pas les charges. Tu ne comprends pas l'amortissement. Les commandes ne couvrent pas les dettes structurelles. On coule maman, on coule à pic. » Puis il a commencé à s'attaquer au produit lui-même. Un jour, Solange a préparé une cuve de distillation de lavande selon la méthode ancestrale. Une odeur divine. Antoine est passé à froncer le nez. « Ça sent le vieux maman. C'est trop lourd. Le marché veut du léger, du synthétique, du frais. Tes parfums, ils sentent la naphtaline. Personne n'en veut plus. C'est ringard. » Ringard. Le mot a transpercé le cœur de Solange. L'œuvre de sa vie ringarde. Le doute s'est insinué en elle. Avait-elle perdu la main? Était-elle devenue calme, qu'était devenue une vieille femme inutile qui s'accrochait au passé? Le sabotage est devenu plus concret. Des commandes perdues, des livraisons en retard, des clients historiques qui appelaient furieux parce que la qualité avait baissé. Ce que Solange ignorait, c'est qu'Antoine, la nuit, modifiait les formules. Il diluait les essences. Il achetait de l'alcool de mauvaise qualité pour augmenter les marges, ou plutôt pour faire fuir les clients. Il créait la faillite de toutes pièces. Un soir de rage, Antoine est arrivé avec des classeurs épais, des bilans comptables. Les chiffres étaient écrits en rouge agressif. « Regarde maman, moins 200 000 €. On ne passera pas l'hiver. La banque va saisir la maison. Ils vont saisir tes meubles, tes souvenirs, tout. » Solange s'est effondrée sur le canapé du salon. Elle pleurait de honte. Elle avait l'impression de trahir Henri. « Qu'est-ce qu'on peut faire, Antoine? Je t'en supplie, sauve-nous. » C'était le moment qu'il attendait. Il a posé un genou à terre, jouant le fils dévoué et accablé. « Il n'y a qu'une solution, maman. J'ai un contact, le groupe LuxCorp. » LuxCorp, le géant industriel, l'ennemi juré des artisans, ceux qui inondent les supermarchés de parfums chimiques. « Jamais, » a crié Solange. « Ton père les détestait. »« Je sais, maman, mais écoute-moi. Ils ne veulent pas détruire la maison Petit. Ils veulent en faire un musée, un conservatoire du patrimoine. Ils garderont le nom, ils garderont la maison. Toi, tu auras une rente à vie, tu pourras rester ici comme directrice honoraire du musée. C'est la seule façon de sauver la mémoire de papa. Sinon, c'est la saisie judiciaire et la vente aux enchères. Un musée. Sauver le nom. » Solange, épuisée, terrifiée par les dettes imaginaires, a fini par céder. Elle a signé.
Elle a signé l'acte de vente, les larmes coulant sur le papier, croyant sauver l'honneur de la famille. Le choc, la lettre oubliée. Nous revenons au présent, ou presque. Quelques jours avant l'arrivée du bulldozer. La vente est signée. Antoine est reparti à Paris pour régler les derniers détails administratifs. Solange est seule dans la grande maison vide. Elle prépare ses cartons, car même si Antoine a promis qu'elle pourrait rester, elle sent qu'elle doit faire de la place pour le musée. Elle entre dans le bureau d'Henri. Cela fait des mois qu'elle n'y a pas mis les pieds, laissant la place à Antoine. L'odeur de tabac froid et de vétiver d'Henri est toujours là, imprégnée dans les rideaux. Antoine a vidé les placards, mais dans sa précipitation d'homme pressé, il a laissé tomber quelque chose derrière le lourd bureau en chêne. Solange se baisse pour ramasser un stylo, et elle voit une enveloppe. Une enveloppe crème, épaisse, luxueuse. Le logo doré de LuxCorp brille dessus. Elle est déjà ouverte. Solange la prend. Elle hésite. Le courrier est adressé à Monsieur Antoine Petit. Elle regarde la date. Son sang se glace. La lettre est datée du 15 octobre de l'année précédente. Le 15 octobre, Henri était encore vivant. Il était à l'hôpital, certes, mais vivant. Cela veut dire que les négociations n'ont pas commencé après la faillite. Elles ont commencé avant. Solange déplie la lettre. Elle lit. Ses mains tremblent si fort que le papier fait un bruit de crécelle. Cher Antoine, suite à notre déjeuner confidentiel, nous confirmons votre proposition. Nous sommes très intéressés par le rachat du foncier de la maison Petit. L'emplacement est idéal pour construire notre nouvelle plateforme logistique régionale entrepôt de stockage. Comme convenu, si vous parvenez à faire baisser la valorisation de l'entreprise en dessous de 1 million d'euros avant la succession, nous pourrons procéder au rachat immédiat. En échange de votre facilitation et de l'éviction des contraintes artisanales, votre mère LuxCorp s'engage à vous verser une commission de consultant de 20% du prix de vente, ainsi qu'à vous nommer directeur commercial Europe. PS. Rassurez-vous, une fois le terrain rasé, plus personne ne parlera de ces vieilles fleurs. Solange relit 3 fois. Plateforme logistique, entrepôt, terrain rasé, éviction de votre mère. Il n'y a jamais eu de musée. Il n'y a jamais eu de faillite réelle. Antoine n'a pas sauvé les meubles. Il a organisé le naufrage. Il a attendu que son père soit mourant pour vendre la peau de l'ours. Il a sciemment saboté le travail de sa mère. Il l'a humiliée. Il l'a fait passer pour une incompétente. Tout ça pour toucher sa commission et obtenir un poste prestigieux. Il a vendu le jardin d'Éden pour en faire un parking à camions. Une douleur physique transperce la poitrine de Solange. C'est pire qu'un coup de poignard. C'est la réalisation que son propre ventre a engendré un monstre. Mais étrangement, après la douleur, vient le calme. Le calme froid de la colère. Solange sèche ses larmes. Elle regarde la photo d'Henri sur le bureau. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Il a tes yeux, mais il n'a pas ton cœur. Et il a oublié une chose, je suis une petite. Et les petits ne se laissent pas faire. » La contre-attaque, le conseil d'administration. Le jour J. Le jour où le bulldozer arrive à Grasse, c'est aussi le jour où, à Paris, au siège de LuxCorp, se tient la grande réunion de signature définitive pour officialiser le projet Entrepôt Grasse. Antoine est là. Il est radieux. Il porte un costume à 3 000 €. Il boit du champagne avec les membres du conseil d'administration. Il rit. Il est au sommet de sa gloire. Il vient de tuer le passé pour embrasser l'avenir. Soudain, la porte de la salle de réunion s'ouvre avec fracas. Les têtes se tournent. Le PDG de LuxCorp fronce les sourcils. Dans l'encadrement de la porte, ce n'est pas une secrétaire. C'est Solange. Elle n'est plus la vieille dame éplorée en noir. Elle porte son tailleur de mariage, un tailleur blanc,
impeccable qu'elle a sortie de la naphtaline. Elle est droite. Elle tient à la main, non pas un sac à main, mais un vieux flacon de parfum en cristal. Et une liasse de papier. Antoine blêmit. Il se lève nerveux. « Maman, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être à Grasse, à préparer tes affaires. Messieurs, excusez ma mère, elle est un peu confuse. » Solange avance. Elle ne regarde pas son fils. Elle regarde le PDG droit dans les yeux. Elle pose le flacon sur la table, en acajou. « Monsieur le Président, vous connaissez ce parfum ? C'est l'âme de grâce. Mon mari l'a créé pour votre femme il y a 30 ans. C'est un parfum d'honneur. Un parfum de vérité. » Puis elle jette la lettre, la fameuse lettre, au milieu de la table, comme on abat une carte maîtresse au poker. Et ça, c'est l'odeur de la corruption. Le PDG prend la lettre. Il lit. Son visage se ferme. LuxCorp est une entreprise de requins, certes, mais ils tiennent à une image publique respectable. Le népotisme, le sabotage industriel, la manipulation de personnes vulnérables, ça fait mauvais genre. Surtout si la presse s'en empare. Solange continue sa voix, résonnant avec une puissance insoupçonnée. J'ai apporté des copies de cette lettre à tous les journalistes de la presse économique qui attendent en bas. J'ai aussi apporté les vrais livres de comptes que j'ai fait auditer par un expert hier soir. Mon entreprise ne perdait pas d'argent avant que lui ne s'en mêle. C'est une escroquerie, une fraude. Elle se tourne enfin vers Antoine. Il est livide, tremblant, adossé au mur, comme un animal piégé. « Tu voulais vendre ma maison pour un entrepôt, Antoine. Tu voulais raser mes jasmins. Tu as oublié que les racines, ça ne s'arrache pas si facilement. Tu n'es plus mon fils. Tu es juste un mauvais gestionnaire qui a raté sa dernière opération. » Le PDG de LuxCorp se lève. Il regarde Antoine avec un mépris absolu. « Monsieur Petit, notre accord est annulé. Nous ne faisons pas d'affaires avec des amateurs qui se font piéger par leur mère. Sortez. Et estimez-vous heureux si nous ne vous poursuivons pas pour tentative d'escroquerie. » Conclusion. L'odeur de la résilience. L'affaire a fait grand bruit. Le scandale a été évité de justesse pour LuxCorp, qui a préféré se retirer discrètement. La vente a été annulée pour vice du consentement. Antoine a tout perdu. Son poste, sa réputation, son argent. Il vit aujourd'hui à l'étranger, loin, très loin de Grasse. On dit qu'il vend des voitures d'occasion. Solange ne prend plus ses appels. Quant à la maison Petit, si vous allez à Grasse, aujourd'hui, ne cherchez pas un entrepôt. Cherchez l'odeur. Les champs de jasmin sont toujours là. Solange a dû vendre une partie des terres pour rembourser les dégâts causés par Antoine, mais le cœur du domaine bat toujours. Elle a rappelé les anciens ouvriers, les vieilles mains qu'Antoine avait virées. Ensemble, ils ont relancé les alambics en cuivre. Ce n'est plus aussi grand qu'avant, c'est plus modeste. Mais chaque goutte de parfum qui sort de l'atelier a une odeur particulière. Ce n'est plus seulement l'odeur des fleurs. C'est l'odeur de la victoire. C'est l'odeur d'une mère qui a refusé de s'éteindre. Parfois le soir, Solange se promène dans ses rangées de fleurs. Elle caresse les pétales blancs. Elle pense à Henri. Elle pense à Antoine avec une tristesse infinie, mais sans regret. Elle a compris une leçon terrible, mais essentielle. On ne peut pas forcer un héritage. Si le fruit est pourri, il faut le couper pour sauver l'arbre. Mesdames, messieurs, protégez votre patrimoine. Mais surtout, protégez vos valeurs. Car à la fin, quand l'argent a disparu, c'est la seule chose qui reste. Bonsoir.